Je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens et il faut vraiment être passionné. Après oui, c'est dur. Enfin, il faut s'accrocher. Nous deux, on est originaires du Brabant wallon et on est arrivés ici parce qu'on a travaillé pour d'autres agriculteurs dans la région. Et chemin faisant, on s'est installé à notre compte et on est resté dans le coin. Mais donc on loue 2 parcelles, on en a une ici de 40 hectares, on en a une juste là où il y a les serres qui fait 1 hectare 80. Et puis au Basses, on est propriétaire d'1,5 hectare où on cultive aussi. Mais tout n'est pas toujours cultivé en légumes, donc il y a des parties qui sont mises au repos en engrais verts, d'autres en prairie et on fait des rotations. Donc grosso modo, on cultive 2 hectares de légumes au total. Dans notre logique, c'est comme, on ne se voit pas cultiver autrement, mais on est vraiment convaincus, on a même envie d'aller plus loin que le bio, quoi. Plus loin que le bio, c'est-à-dire ? Donc il y a le cahier des charges du bio, mais après on peut aller plus loin dans la biodiversité, dans le respect des sols. On peut très bien respecter le cahier des charges, mais tasser les sols. Il y a certains insecticides qui sont autorisés en bio. Nous on essaye vraiment d'en utiliser vraiment que en cas d'attaque, qu'on n'a pas le choix, quoi. On vend tout très localement, une 20aine de kilomètres autour de chez nous. Au départ, on a créé des dépôts citoyens dans des villages et on le fait toujours. Donc les gens passent commande et on va déposer dans un garage, dans une grange du village et les villageois viennent tous chercher leur panier à cet endroit-là. On ouvre normalement dans les environs de Pâques une épicerie à Marche. Donc on a créé une coopérative avec 3 autres fermes bio. Donc place aux foires à Marche-en-Famenne et on sera ouvert 3 jours par semaine avec un comptoir boucherie, des produits laitiers et les légumes de chez nous. Comme le maraîchage, c'est notre vie, évidemment, on devait faire un bâtiment. Les 2 tiers, c'est consacré au maraîchage et 1 tiers, c'est la maison. Donc, oui, elle est pensée pour le fait que ça soit tout d'un seul volume. Forcément, elle s'est pensée aussi pour le stockage des légumes, le nettoyage et tout ça. Maintenant, si c'était à refaire, on la ferait totalement différemment parce qu'il faut toujours construire 2 fois dans sa vie, je trouve. En fait, ici, l'habitation, je la revendique pas du tout spécialement comme étant alternative ou c'était pas le but en fait. C'est pas une volonté de faire quelque chose ? Si, on voulait faire quelque chose de bien, mais on n'allait pas passer 3 ans sur notre maison. En fait, nous, on est très occupés par le maraîchage déjà. Et donc, on travaille déjà 75 heures en été, et plus qu'un temps plein en hiver. Alors, il n'y avait pas de temps en plus pour avoir des réflexions, de se dire on va faire quelque chose de 100% alternatif, où il faut y passer du temps, il faut se renseigner, voilà. C'est vrai qu'on a fait un peu un compromis, quoi. La rentabilité financière a toujours été aussi dans les objectifs primordiaux de notre installation, parce que sans rentabilité financière, il n'y a pas de durabilité dans le temps, donc c'est aussi important que les valeurs d'écologie et de durabilité. Pendant 6 ans, on a vécu dans une yourte et ça nous aura permis de ne pas tout de suite devoir investir dans un bâtiment dur parce qu'on n'avait pas les finances. Et finalement, l'habitat léger nous aura permis de démarrer notre activité sans trop être chargé financièrement avec un emprunt tout de suite, quoi. On est très content d'avoir vécu 6 ans en yourte. Maintenant, avec les enfants qui grandissent et tout ça, avec le temps, c'est quand même agréable d'avoir un peu plus d'espace, quoi. On a dû faire des choix, mais j'appelle pas ça des sacrifices, quoi. C'est plus des choix de vie qui font que oui, on part pas en vacances en été, que voilà. C'est sûr qu'on a peut-être un salaire très bas à l'heure ou des choses comme ça, mais pour nous, c'était pas des sacrifices, c'était normal. Est-ce qu'il y a des oppositions que vous rencontrez entre le maraîchage, comme vous faites bio, et
l'agriculture plutôt traditionnelle dans les grands magasins? Sur notre e-shop, quand on arrive au marché, c'est toujours les légumes qui ressemblent plus à ce que les gens connaissent en grande surface qui vont partir en premier. Et c'est sûr que c'est les légumes qui sont hors calibre, soit un peu trop petits, soit un peu trop gros, qui vont rester. Voilà, et les gens sont conditionnés et c'est sûr que qu'il faut réapprendre à manger d'autres légumes, que c'est pas parce qu'il y a une petite tache ou qu'il y a un petit ver qui est venu manger dedans que le légume ne vaut plus rien. Avec mon mari, avec Frédéric, on est agriculteur ici depuis 30 ans maintenant. Et donc au départ, c'était une exploitation laitière, on traitait des vaches laitières, on a fait aussi de la transformation en yaourt et fromage blanc. Et puis avec le temps, etc., une fois qu'on a remboursé nos emprunts, on voulait que la vie change, donc on a arrêté la transformation. Maintenant, on vient d'arrêter de traire. Et depuis 1 an et demi, on a un nouveau troupeau de vaches allaitantes limousines. C'est la ferme dans laquelle vit ma famille depuis 1874. Bon, elle avait une histoire avant ça, mais je ne la connais pas. Le bâtiment a certainement 200 ou 300 ans. C'est un ancien moulin. Donc avec une roue à eau qui est alimentée par un petit ruisseau qui est le Vachot qui passe juste à côté de la ferme. La roue n'existe plus depuis début 20e, mais on continue à appeler cet endroit la ferme du moulin. Au niveau géologique, c'est une terre qui n'est pas très très riche et on souffre très très vite de la sécheresse, comme on souffre aussi très vite des inondations et donc on a beaucoup moins de nourriture que dans d'autres régions de Belgique. Donc on a essayé de trouver un troupeau qui pouvait déployer sa croissance avec peu, avec donc des fourrages grossiers parce que notre but c'est aussi d'être autonome. Donc parce qu'on en trouve plus facilement ici en Belgique, on a opté pour la limousine. C'est vraiment un choix pour l'aménagement de fin de carrière, on va dire. Nous, on a trait pendant 30 ans, on avait envie d'une vie différente. Et donc, voilà, tout en continuant à exploiter nous-mêmes les terres, c'était une solution. C'était donc les vaches allaitantes, les vaches qui s'occupent elles-mêmes de leurs petits. Et donc voilà, pour nous, c'est une expérience nouvelle et qui est très, très, très gaie. Au niveau de l'agriculture aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui est rentable. Et donc c'est vraiment un gros problème, qu'elle soit bio ou qu'elle ne soit pas bio. La viande bovine se vend difficilement en ce moment. Et donc voilà, le problème est le même pour celui qui est dans le conventionnel comme celui qui est dans le bio. Et il faut privilégier les circuits courts, il n'y a plus que comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Pour nous, c'est encore un peu tôt parce que donc, notre troupeau est assez récent. Et nous, on n'a encore rien à vendre puisque les premiers veaux sont nés cet automne. Et donc, voilà, on aura des ressources seulement dans quelques mois. Et on verra un peu comment on défendra nos produits. Quand elles sont mères depuis peu, elles n'aiment pas qu'on s'approche d'elles et tout ça. Elle a des jumeaux, celle-là. Vous savez déjà comment vous allez procéder pour la vente ? Il y a quelques filières, notamment en bio. Et puis, je pense qu'on fera certainement un peu du circuit court, de vendre des colis. Toutes nos bêtes sont inscrites, donc je pense qu'on vendra aussi des animaux de reproduction.
Donc voilà, il y a des possibilités. Maintenant, c'est à nous à essayer des choses. Donc vous ne comptez pas commencer à cultiver des légumes Aujourd'hui, les projets fous, les projets comme ça, c'est plus de notre âge. On n'a plus envie de se remettre là. Puis il y a Émilie et Camille qui font de très très bons légumes. Donc on va pas leur couper l'herbe sous le pied. Et donc nous on cultive pour nos animaux des céréales. Donc on essaie de ne rien acheter pour nos animaux. Donc les céréales que les bêtes mangent, c'est nous qui les produisons. Donc maximum 5 à 10 hectares de culture sur tout le territoire. Et donc on fait des rotations pour éviter les mauvaises herbes, etc. Donc de faire 2 ou 3 ans de prairie et puis de charruer et de faire une céréale pendant 1 ou 2 ans. Et puis de revenir avec une prairie ou un fourrage pour éviter justement de travailler avec des produits chimiques. au niveau des pâturages et des terres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez? Est-ce que ça vous appartient? Donc autour de la ferme, nous avons 55 hectares de prairies et de culture. Enfin, cela dit, en Famenne, on ne cultive pas beaucoup parce que ce sont des terres qui sont difficiles à cultiver, notamment par la nature du sol, par le peu de terre, donc vite la sécheresse, etc. Et donc nous, on est propriétaires de ces 55 hectares. C'est la première génération qui est propriétaire, mais parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents étaient locataires des châtelains du village. Et donc voilà, depuis 20-25 ans, on est propriétaire. Presque de la voiture. Moi, je sens l'attaque. Donc voilà, nous on est là quand on était encore beau et jeune. Et là, ce sont mes parents qui étaient donc à la ferme jusqu'en fin 89. Mes grands-parents, mon arrière-grand-père. Il n'y a pas de photo de mon arrière-grand-père parce qu'elle est morte en couche à la naissance de mon grand-père. Et puis, donc là, c'est mes arrière-grands-parents. Donc, ils sont arrivés en 1874 au moulin de Sorinchamp et ils venaient du moulin de Buissonville. Et puis alors, voilà la descendance. Paul et Louis. Là, ils sont petits, mais maintenant, ils ont 28 et 23 ans. Je pense que pour eux, c'est vraiment un endroit qui leur plaît beaucoup. Maintenant, je veux dire, l'activité agricole, ça ne les intéresse pas du tout. Enfin, je ne veux pas dire que ça ne les intéresse pas. Je veux dire, ils sont au courant de ce qui se passe, etc. Et c'est justement peut-être pour ça qu'ils n'ont peut-être pas envie de s'y investir. Pour nous, c'est une question de choix. Nous, on a pu choisir ce qu'on voulait faire. Donc, moi, je leur en veux pas du tout s'ils ne veulent pas s'investir ici, de manière en tout cas professionnelle, agricole, etc. Je me dis, on verra, eux, ils feront ce qu'ils veulent de cet endroit plus tard. Des solutions, il y en a, et je suis persuadée qu'ils auront des idées pour s'occuper de cet endroit au mieux. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ici dans ce bâtiment qui a une certaine histoire et plus c'est familial, donc... Mais c'est pas toujours simple, justement. J'ai une impression comme ça que... Il ne faut pas faillir à tout ce qu'ils ont fait, eux, avant nous. C'est parfois positif et c'est parfois négatif. En tout cas, ce n'est pas simple de venir après tout le monde. Sachant qu'on n'aurait pas nos enfants pour la relève, on s'est dit, il faut qu'on trouve des solutions pour quand même continuer à vivre à la ferme, parce que notre environnement nous plaît bien. Et le travail de la ferme, on n'envisage pas de changer. Mais il fallait qu'on trouve des solutions par rapport à l'énergie que ça nous demandait, parce qu'on n'a plus l'énergie du début. Nous, on a choisi de changer de rythme, parce qu'on pense aussi qu'à un moment, il faut savoir aussi lever le pied. Allez, avance, Oscar. Allez, avance. Allez, yo. Et vous vouliez absolument partir sur quelque chose de bio? C'est une philosophie pour nous, on n'envisage pas de faire un pas en arrière, de changer. Pour nous, c'est vraiment une évidence qu'on
qu'on doit travailler de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement et aussi par rapport au bien-être animal. Pour nous, c'est important. Toutes ces valeurs-là sont vraiment très très importantes. Allez là, yo! Allez, yo! Avance! Allez gros! Qu'est-ce que vous soutenez et pourquoi? Je soutiens... je suis contre le commerce international à outrance. Je suis contre le fait qu'on amène de la viande qui vient du bout du monde alors qu'on a tout ce qu'il faut ici en Europe et notamment en Belgique. Je pense qu'on a toutes les viandes qu'il faut ici. Je suis contre le fait qu'on amène des protéines végétales du bout du monde aussi au prix de l'exploitation de la forêt d'Amazonie notamment. Voilà, je défends l'agriculture familiale et paysanne. On est ici aux Pousses Vertes, donc on cultive des légumes bio diversifiés, donc une bonne cinquantaine de légumes tout au long de la saison. Donc on fonctionne vraiment avec les saisons. Pas question d'avoir des tomates en dehors de l'été, en hiver c'est pas possible. Donc on suit les lois de la nature et donc on cultive sur à peu près un petit hectare, entre 80 arts et 1 hectare, aussi bien dans les serres qu'à l'extérieur. Le travail en tant que tel, c'est vrai, c'est un travail qui est exigeant en termes de temps de travail, donc il est très chronophage on dit, mais aussi il est très énergivore, donc c'est un métier qui nécessite beaucoup de polyvalence et qui a beaucoup de facettes, parce qu'il faut planifier les choses longtemps à l'avance, vu qu'on travaille avec la nature et avec les saisons. Il faut aussi développer le commerce, parce que finalement on produit des légumes pour le commerce et pour en vivre, et on doit finalement avoir plusieurs casquettes, quoi. Donc l'agriculteur, le commerçant, le logisticien, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui découlent liées au développement d'une activité. Alors ici, c'est un petit projet finalement, hein, même si c'est vrai que quand on parle de 80 arts, 1 hectare, ça peut paraître grand, mais c'est un petit projet. Et donc la seule manière finalement que ce soit économiquement viable pour nous, c'est de ne pas avoir d'intermédiaire entre le producteur et les consommateurs. Et donc on vend dans ce qu'on appelle les circuits courts. Il y a deux manières finalement de voir les circuits courts. C'est, comme je viens de l'expliquer, pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, mais il y a aussi un aspect géographique où finalement on essaye d'écouler la production localement, le plus proche possible du lieu de production. J'ai étudié dans le secteur de l'agronomie, donc j'ai un intérêt et un attrait particulier pour les matières agricoles, mais je ne suis pas tout de suite arrivé dans ce métier-là. J'ai un peu tâtonné dans différents secteurs, toujours lié effectivement à l'environnement et à la nature, c'est vrai, mais ensuite quand j'ai eu l'opportunité de devenir employé dans une ferme d'exploitation maraîchère, j'ai vraiment eu le déclic. Ça a été vraiment une révélation par rapport à ce que j'avais envie de faire plus tard. Ça a pris un peu de temps parce que voilà, ça s'est installé en tant que maraîcher, il faut bien mûrir le projet. L'agroécologie, c'est un principe auquel je ne dérogerai jamais, parce que il n'y a que comme ça que je peux envisager
la mise en culture. Il faut que, après mon passage, eh bien, quelqu'un puisse réutiliser la terre sans se dire qu'elle a été épuisée ou bien que les ressources ont été diminuées ou gâchées. Je dirais que l'agriculture bio, elle est plus caractérisée par un cahier de charges officiel. Donc il y a un label agriculture bio qui est apposé sur les produits qui sont vendus. Alors que l'agroécologie, ce n'est pas vraiment un label, c'est plutôt des principes à respecter dans la manière de cultiver. Mais c'est vraiment ça, c'est le respect des équilibres naturels, le respect des ressources. Finalement, le concept d'agroécologie, il englobe l'agriculture biologique. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends et je le conçois. Ici, le projet de maraîchage s'inscrit dans un habitat groupé. Et donc, en plus des parties qui sont cultivées pour le maraîchage, il y a des prairies et des pâtures. Je loue finalement les terres dont je suis moi-même copropriétaire. Ça m'a permis d'éviter de passer par l'achat de terres agricoles. Et donc ici, il n'y avait pas besoin que j'en devienne le propriétaire exclusif. Voilà, quand j'aurai terminé ma carrière dans ce secteur-là, je pourrais léguer la terre à d'autres occupants, quoi. Un habitat groupé, c'est effectivement un peu différent de ce qu'on appelle un habitat communautaire. Donc un habitat groupé, il y a une série d'espaces qui sont mis en commun, mais on n'habite pas les uns chez les autres. Donc il y a quand même des parties privatives. Ici, dans notre habitat groupé, justement, un des aspects est de faire très attention à ces aspects de vie privée, tout en maintenant et en favorisant les échanges et les espaces de rencontre au sein de la ferme. Mais les 6 hectares de la ferme ne sont donc pas privatisés. Il y a beaucoup d'espaces et même aussi certains bâtiments, comme dans celui où on se trouve là maintenant, qui sont restés en commun. Le mode de gestion, finalement, c'est que c'est comme une copropriété. Donc tout ce qui n'est pas privatif est en copropriété et donc en cogestion avec les autres membres et les autres familles de l'habitat groupé. Il y a plein de formes d'habitat groupé différentes. Celle qu'on a développée ici est peut-être tout à fait propre à notre expérience. Mais moi, je dirais que un des grands avantages, c'est de tisser du lien avec les familles qui sont partie prenante du projet. C'est une manière d'être solidaires les uns avec les autres. Ce qui nous lie finalement, c'est un peu justement le retour à la vie rurale. Donc on entretient et on aménage les différents espaces de la ferme ensemble. Donc on a planté un grand verger tous ensemble, on a un petit troupeau de moutons tous ensemble, on a des poules aussi, on a beaucoup planté de haies, de buissons, d'arbres pour favoriser la biodiversité du site, recréer les bocages. La Famenne, c'est une région bocagère. Et c'est un peu ce type de projet qui nous rassemble et qui nous lie. C'est une manière conviviale de vivre sur un petit lopin de terre, quoi.
C'est là-dedans qu'on a dit qu'il fallait regarder. Ici, stoppé. Un petit sourire. Et on a deux sortes de vaches. On a une sorte qu'on appelle la race limousine, une race typiquement mixte d'origine française. Donc c'est des vaches qui sont ici brunes et celles-là sont produites pour la viande. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent produire aussi du lait qu'on n'extrait pas, mais qui est en suffisance pour pouvoir alimenter son propre veau. D'un autre côté, on a la race ici à côté, la race laitière, qu'on produit pour exclusivement extraire le lait. Donc derrière, on a quand même un autre produit qui est le veau à la naissance. Alors on a le veau femelle qui lui va suivre le même chemin que sa maman, va être élevé sur la ferme et puis va, une fois qu'elle aura pu avoir son veau, produire aussi du lait. Et à côté de ça, on a le veau mâle qui lui va partir chez un engraisseur à l'âge de 14 jours minimum. Donc une fois qu'on arrive dans la période de ramassage des veaux, il passe, il charge le veau pour un prix très très dérisoire qui ne couvre pas les frais de production. Mais à la ferme, on ne sait pas l'élever parce que le coût de production pour le graisser est trop haut que pour pouvoir arriver à le rentabiliser. On a fait le choix du bio en 2016 exactement, donc la conversion a commencé le 1er janvier 2016 parce qu'on n'a pas toujours été en bio et on n'a pas toujours travaillé comme on travaille aujourd'hui. Avant on travaillait en blanc-bleu et en lait conventionnel, on livrait une laiterie qui prenait le lait, qui l'amenait chez les supermarchés courants, type Colruyt, de l'Escarrefour, sous leur propre marque. On ne s'identifiait pas par rapport à ce produit-là. Notre race de viande, elle, ne nous satisfaisait plus dans le sens où la vraie blanc-bleu était devenue une race très artificielle, très coûteuse. On trouvait que ce système ne pouvait plus perdurer dans le temps si on voulait faire face à nos investissements. Donc on a fait le choix du bio à ce moment-là et de changer totalement notre façon de travailler nos races. On a fait une évolution sur plusieurs années, pas du jour au lendemain. Et donc maintenant le lait va chez Pure Nature, qui est une autre laiterie que celle qu'on avait avant. Choix qu'on a fait pour la simple raison que chez Pure Nature, ils ont un certain respect du producteur. Ils respectent la façon dont le producteur doit élever, produire pour arriver à avoir un produit et pour lui laisser une marche. Il ne s'occupe pas simplement de sa marche à lui et puis le reste c'est des dommages collatéraux, s'ils s'en sortent pas, c'est pas grave. Et quand je fais mes courses, je sais identifier le lait que j'ai produit ou que j'ai fourni à travers les produits que je trouve en supermarché. Mon ancienne laiterie, je ne savais pas le faire. Aujourd'hui, on a 2 ans de livraison complète et on est absolument content d'avoir fait ce choix. On ne voudrait pas revenir en arrière. Si on partait vers le marché du bio, il nous fallait aussi un circuit court pour valoriser en bio les produits de viande, parce que une viande, c'est un produit frais. On ne le met pas au frigo pendant 3 mois en attendant d'avoir le client. Quand elle est sur l'étal, il faut qu'elle soit mangée tout de suite. Donc ici, on privilégie le produit frais, le produit naturel, le produit bio, ce qu'au final, le client qui achète nos produits demande. Et la clientèle vers ces produits-là est de plus en plus grande, c'est-à-dire que les clients d'aujourd'hui préfèrent manger un seul morceau de viande sur la semaine, mais un bon, que de manger de la viande tous les jours et d'acheter pas forcément la même chose. Ce circuit-là est très intéressant. Maintenant, ça reste toujours des marchés avec des incertitudes. On ne peut pas dire demain, ça fonctionnera encore, à un prix que monsieur tout le monde saura se payer. Parce qu'il y a ça aussi. C'est bien de vouloir des gros prix parce que c'est nécessaire pour les coûts de production qui sont importants. Mais si au final il n'est pas payable pour l'acheteur, il ne sert à rien. Les subsides qui nous sont encore versés aujourd'hui sont diminués chaque année parce que l'enveloppe européenne du monde agricole est tout le temps diminuée et il faut faire sans. Ce système de subsides-là, à la base, a été créé pour compenser le manque à gagner sur les prix de vente anormalement bas. Voilà, on nous demandera de respecter toujours le même cahier de charges avec le même coût. Mais on nous en donnera encore un petit peu moins. On oublie simplement que ces subsides ne sont pas une plus-value pour aller en vacances, mais simplement un complément de prix pour nous permettre d'avoir un salaire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, malgré tous ces choix qu'on a faits qui font qu'on a un outil de travail qui est plus performant qu'avant, qui nous permet de dégager
un petit bénéfice, je vais travailler à l'extérieur à temps plein alors qu'on a déjà un boulot ici sur l'exploitation pour 2 temps plein. Les bâtiments ont été achetés par mes beaux-parents début des années 60. Donc quand eux se sont installés, ils ont fait la ferme toute leur carrière et à leur pension, on a repris l'exploitation et nous, on est restés sur les bâtiments. Eux ont construit une maison. Donc nous autres, on a loué les bâtiments ici pendant un peu moins de 20 ans et maintenant on vient d'acheter les bâtiments et le reste de l'exploitation, ce qui fait que nous avons de nouveau pas mal de charges à assurer. C'est un bâtiment qui puise ses origines dans les années 1500, qui a été occupé par plusieurs générations, dont, je pense, le comte de Witry. Et donc, il a toutes ses particularités par rapport à l'histoire. Pendant la guerre, dans un des greniers, il y a eu une école. Apparemment, la légende voudrait que le curé se soit caché dans le bâtiment aussi. Il a été construit en 3 fois. La partie centrale dans les années 1500, la deuxième partie vers le bas du bâtiment un peu plus de 1700 et celle-ci où on se trouve 1860, 70 dans ces eaux-là. Et les 3 bâtiments se sont construits en étant un à côté de l'autre pour au final faire une seule habitation. Est-ce que c'est coûteux d'entretenir ce genre de bâtiment? C'est très coûteux d'entretenir des bâtiments pareils parce qu'il y a une certaine structure, il y a un volume. C'est un bâtiment classé au patrimoine, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dedans. On doit respecter l'histoire du bâtiment aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se concentre uniquement sur l'entretien pour ne pas qu'il s'abîme. Mais on ne fait aucun travaux de rénovation. On concentre l'essentiel de nos finances sur notre exploitation et sur notre vie. Moi, je vis ma passion. J'aimerais juste qu'elle soit plus rémunératrice et qu'elle ne m'oblige pas à aller travailler à l'extérieur en ayant des heures de travail qui s'allongent, des journées qui s'allongent et qui ne me laissent plus aucun temps de loisirs à côté. Aujourd'hui, c'est mon travail, puis c'est l'exploitation et puis les grands temps d'aller dormir. Et les seuls jours de repos, ils permettent de compenser le travail qui n'a pas été fait quand je suis partie travailler. Donc des loisirs n'existent plus. Maintenant, ce que je fais, je le fais par passion, et heureusement, parce que quand la passion n'est pas là, quand elle disparaît, le métier ne vaut plus la peine. Est-ce difficile de vivre dans la ferme avec tous les coûts que vous avez? C'est difficile parce qu'il faut calculer sans cesse, tous les jours, on calcule pour ne pas dépasser nos coûts de production, pour dégager un petit bénéfice. C'est difficile parce que nos repreneurs, ils n'existent plus. On a des jeunes gens qui sont passionnés par le monde agricole, mais ils ne savent pas continuer parce que c'est économiquement pas faisable. Ils se retrouvent avec d'autres jeunes à l'école, ils voient des métiers à étudier qui sont bien plus rémunérateurs, valorisants que le monde agricole. Et même s'ils ont leur valeur, même si ils sont convaincus que c'est bien, ils vont vers autre chose parce qu'au final, il faut manger tous les jours et qu'ils ne veulent plus ces vies de sacrifice comme nous on l'a vécu, comme nos parents l'ont vécu et qui va de pire en pire aujourd'hui. Une pension d'agriculteur, c'est très petit, on n'en vit pas. Donc si aujourd'hui on peut plus se permettre d'être propriétaire de nos biens à l'âge de la pension, on n'a plus de pension. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui change économiquement, le monde agricole dans 50 ans, je pense, n'existera plus comme il est là. On sera des ouvriers pour entretenir le paysage, pour faire de l'environnement, oui, mais plus pour nourrir la population. Toutes ces valeurs-là seront disparues.
c'est un habitat dit léger. C'est une maison que j'ai donc construite avec mes amis. Et c'est une maison qui est constituée de 2 containers maritimes, qui est isolée, enfin voilà, qui a toutes les caractéristiques d'une maison traditionnelle. C'est juste qu'elle est autoconstruite, elle est autonome et indépendante en eau et en électricité. Donc c'est une tiny house, donc c'est une ossature bois sur une remorque, autoconstruite, que j'ai construite il y a 3 ans et demi. Ça m'a pris 2 ans de la construire. Je l'ai construite dans un hangar. Je n'avais pas de formation, on ne m'a pas appris à construire une maison. J'ai dessiné les plans moi-même en suivant des carnets de construction d'autres personnes qui avaient construit des tiny houses. Pour pouvoir habiter, aujourd'hui on est forcément lié aux banques, puisqu'en fait le coût d'un achat immobilier est absolument exorbitant et pousse la plupart des gens à faire un crédit de surcroît en général sur 20 ou 30 ans. Je n'ai pas assez confiance en la vie pour m'engager sur 20 ou 30 ans. C'est surtout l'autoconstruction qui me plaît dans l'habitat léger. J'avais envie de pouvoir maîtriser tout simplement mon logement. Il y a aussi l'idée du nid, beaucoup. Je crois que c'est aussi un fantasme d'enfant de construire sa cabane et d'avoir vraiment son lieu à soi. En tant que femme aussi, je crois que c'était important pour moi de me débarrasser définitivement de la dépendance aux hommes qu'on nous inculque en matière de bricolage, d'électricité. Ça permet aussi en fait de lever un peu le voile mystérieux de on voit une maison, on voit ça dans son ensemble. Et du coup, je crois que ça fait un peu peur parce qu'on ne s'imagine pas être capable de faire la même chose. Comme c'est assez petit comme espace, c'est assez relatif, mais c'est petit. Ça fait 20 mètres carrés au sol, mais une fois qu'on met des meubles, il ne reste plus que 9 mètres carrés. Donc les objets ont plusieurs fonctions. Il y a des rangements qui sont des sièges. Par exemple, la toilette est un tiroir, donc elle n'est pas tout le temps présente dans un endroit, elle se déplace. Et donc elle ne gêne pas l'espace à un autre moment. Il y a un mur, enfin une cloison qui est en fait une bibliothèque. Il y a des cubes qui sont des tabourets, qui sont aussi des rangements. Donc les choses ont plusieurs utilités. Et aussi il y a eu la question de quels sont mes besoins en espace, qui a été une grande question. Ça a été vraiment la question la plus difficile à répondre, donc, parce que c'était une histoire de projection, parce qu'à l'époque je vivais dans un très grand espace, donc j'ai fait beaucoup de tri. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des choses utiles dans la maison. J'ai cherché différentes façons de vivre autrement. Et puis il y a eu cette envie, cette idée avec les autres. En fait, ça s'est surtout construit collectivement parce que les anciennes idées que j'avais eues, que j'avais commencé à mettre en place, j'étais toujours toute seule. Et ça n'a pas fonctionné. C'était pas forcément une ferme à l'origine. Justine est arrivée un jour avec une proposition de lieu culturel et d'échange de savoir-faire à créer avec un potager. Et en fait, au fur et à mesure, la partie potager a pris de plus en plus de place. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une ferme et une activité militante et de transmission. C'est des plantes grimpantes. Et donc ça fait tout un énorme mur et donc on s'accroche à la structure pour faire monter... Vous avez peut-être vu le fruit bizarre qui était sur la table. C'est un kiwano, c'est une variété de concombre qui pousse en Belgique sous serre, de la même façon que les concombres traditionnels, qui a besoin d'un peu plus de chaleur. Et à l'intérieur c'est comme un fruit de la passion. On cultive toute l'année. C'est du maraîchage hautement diversifié, avec des fruits qui arriveront quand nos fruitiers seront plus matures. Et je dois dire qu'on fait beaucoup de légumes qui nous excitent, c'est-à-dire au moins l'imaginaire et le goût. Donc on va choisir des légumes qu'on n'a pas l'habitude de trouver forcément dans les magasins, mais auxquels on trouve des qualités gustatives particulières. On fait des paniers de légumes hebdomadaires qui sont des engagements de 3 mois. On livre des restaurants. On fait aussi des marchés locaux et on livre nos légumes localement, en circuit court, mais aussi jusqu'à Bruxelles.
parce qu'on estime que les gens qui vivent dans des grandes villes peu accessibles pour les légumes peuvent avoir aussi la possibilité de bien manger. Et qu'il y a un vrai besoin aussi là-bas d'avoir des bons produits. Ça a beaucoup d'avantages de vivre à plusieurs, parce qu'on peut partager pas seulement des moments de vie, mais aussi des tâches. Donc ça facilite toute la charge mentale qui est autour de la vie, comme faire à manger ou faire des courses. La partie la plus compliquée, je trouve, c'est pour faire des choix sur les espaces communs. Mais c'est enrichissant parce que, personnellement, moi, ça m'apprend à comprendre que le monde n'est pas comme moi je l'imagine, mais comme on peut l'imaginer ensemble. Ce projet de ferme ne peut pas exister si les maisons ne sont pas sur le terrain. Et idéologiquement, c'était aussi important pour nous de construire nos maisons. J'avais surtout besoin de plus de concret, d'un rapport à la nature, je crois. Ce qui est assez drôle, parce que j'ai vraiment grandi en HLM. J'ai réalisé que j'avais beau avoir grandi toute mon enfance devant la télévision. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de respirer, et que peut-être aussi que la vie soit un peu moins facile. C'est peut-être très bourgeois de dire ça, parce que j'ai eu le droit d'avoir tout le confort et la chance de manquer de rien, mais je sais pas, en fait. Je trouve ça assez plaisant de gérer l'eau, l'électricité, le bois, penser à rentrer le bois. C'est des choses extrêmement concrètes, en fait, et je crois que ça m'a sorti de ma tête. Et moi, j'étais beaucoup dans ma tête. Du coup, je remettais beaucoup de choses en question, mais en même temps, c'était beaucoup d'ennui parce que ça circule que dans la tête. Et en fait, là, c'est l'occasion de pouvoir enfin mettre les choses en corps. Et en fait, une fois qu'on est en train de planter plein de salades, on pense plus à plein d'autres choses. Et je crois que c'est aussi une forme de détachement, de méditation. J'ai une éducation artistique assez longue et j'en suis très heureuse parce que c'est ça qui m'a amenée, je pense, à avoir et la sensibilité et la curiosité de la nature. Parce que je l'avais clairement pas en étant jeune. C'est l'art qui m'a amenée en fait à la nature et à la science. Il y a énormément de choses de l'expérience de la nature qui relèvent de l'expérience sensitive, artistique. Donc voilà, je crois vraiment que les deux sont très liés. Le changement d'habitat, le changement de régime alimentaire, le changement de profession, c'est un chemin vers une forme d'intégrité, même si c'est un mot à 10 000 $. C'est-à-dire que je voulais faire concorder un peu plus mon mode de vie, mes actions, avec des principes. Et ce qui m'a fait changer, entre autres, c'est de tomber amoureux. Donc je suis tombé amoureux d'un maraîcher, et du coup du maraîchage, au fur et à mesure. Et donc d'une certaine façon, c'est un peu l'amour qui m'a fait changer de vie. Et dans toutes ces possibilités-là, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aimerais faire, et ça, donc de l'habitat léger, de la permaculture avec du maraîchage, pas d'exploitation animale, et continuer une activité artistique. En fait, je ne peux pas faire autrement. Tout est intimement lié, en fait, l'activité de la ferme et la maison. Donc si on se réjouit aussi de l'hiver, c'est aussi parce que l'hiver, c'est la période la plus creuse du maraîchage. Et même si on cultive en hiver, on travaille beaucoup moins. Donc l'hiver, ça représente aussi un peu les vacances. Donc ça aussi, ça a changé. Là où avant l'été, c'était les vacances. Et en même temps, c'est hyper agréable parce qu'on vit aussi beaucoup plus avec le rythme du soleil. Comme on travaille en extérieur, ça n'aurait pas de sens de se lever à 6h du matin pour aller récolter. En fait, ça amène beaucoup plus de diversité, ça a un vrai impact. La quantité d'eau qui tombe, parce que du coup, c'est l'eau qu'on récupère pour se laver, manger, cuisiner. Le soleil qui fait, c'est devenu une préoccupation constante, parce que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Du coup, il faut aussi anticiper. Et en fait, tout ce qui pourrait apparaître comme un manque de confort, moi, je me sens juste un peu plus vivante, et en fait, ça m'excite.
Ici, donc, c'était la construction de la maison en 1946. Et au départ, c'était une seconde résidence des gens de Bruxelles qui revenaient ici pour notamment venir à la pêche. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le toit, il y a un poisson qui est toujours là. Et puis nous, on l'a reprise en 2015. Et en fait, on l'a transformée pour l'agrandir. Et donc là, c'est les travaux. Hein. On a cassé tout l'arrière de la maison. Et puis, on a fait une annexe là, qui la rend beaucoup plus agréable, plus lumineuse. Maintenant, elle a vraiment la bonne taille pour vivre à 4. Là, c'est confortable. Et puis même si un jour on se retrouve tous les deux, ce qui sera le cas, hein, ce ne sera pas trop grand non plus, quoi. C'est déjà une bonne chose de faite. Quand on a repris l'exploitation, c'était l'exploitation de mes parents. Ils habitaient dans cette maison, c'est la maison où j'ai grandi. Et donc là, il y a eu aussi la réflexion autour du fait de se dire, notamment pour Laurie, qu'elle allait venir vivre dans la maison de ses beaux-parents. Et dans le passé, c'est des choses qui se faisaient presque automatiquement, mais aujourd'hui, on aime bien d'avoir son espace à soi, de se sentir chez soi, et c'est vrai que c'est important. Et donc, on a de nouveau, on a fait le pas et on ne le regrette pas parce qu'on se sent très bien dans la maison. Mon parcours professionnel est un peu original dans le sens où j'ai d'abord fait des études d'histoire, donc j'ai été d'abord enseignant pendant 2 ans, mais c'était pas vraiment ma vocation, donc j'ai voulu après faire autre chose. J'ai fait 2-3 boulots, mais finalement, je suis arrivé à faire un apprentissage en toiture. Donc je suis devenu couvreur, et c'est un métier que j'ai exercé pendant 7-8 ans. Quoi, ouais. Et alors mon père approchait de l'âge de la pension, et donc là, avec Laurie, on a réfléchi à la possibilité de reprendre la ferme. J'y avais jamais vraiment pensé avant. Et puis l'occasion ne se présenterait pas 2 fois, donc on a tenté l'aventure, voilà. Le mode de vie, c'est peut-être justement ce qui nous a fait peur au départ. C'est un métier qui est très contraignant au niveau des horaires, donc on n'a pas la liberté qu'ont les autres personnes de pouvoir sortir le week-end tranquillement. On doit être là tous les jours, été comme hiver. Dès qu'on a des animaux, en fait, il faut s'en occuper tous les jours. En été, il faut faire le tour des prairies matin et soir. En hiver, il faut nettoyer, repailler, etc. Donc ouais, c'est un mode de vie très sédentaire, et à l'heure actuelle où on vit à une période où les gens aiment avoir beaucoup de liberté, beaucoup de mobilité, c'est un petit peu devenu original quoi, comme profession de ce point de vue-là, et pas toujours facile à comprendre pour les autres. Est-ce que vous êtes le seul à travailler dans votre sur la ferme? Je suis seul. Laurie me donne parfois un coup de main le lundi notamment, puisqu'elle travaille à temps partiel. Donc le lundi matin, elle m'aide pour certaines tâches qu'on fait que le lundi. Comme ça, c'est bien. Moi, ça me fait un peu de... C'est gai parfois de travailler à 2 parce que c'est un métier où on bosse vraiment seul la plupart du temps. Et mon père aussi vient quand même m'aider régulièrement quand j'ai besoin. Quoi. Pour moissonner, il faut 2 personnes. Quoi. Un qui est sur la moissonneuse et puis un autre qui conduit les bennes de grains. Pour les ballots, même chose, pour charger des ballots, il faut 2 tracteurs, donc 2 personnes pour les conduire. Et c'est gai parce que du coup, ça permet aussi de garder un contact quasi quotidien avec mon père. Il ne m'aide pas tous les jours, mais on se voit tous les jours, on parle. Je vais beaucoup lui demander des conseils parce que c'est lui qui m'a appris le métier, et après 5 ans, j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est gai, je trouve. C'est une chance de pouvoir garder comme ça un lien avec son père, et en même temps il prend pas trop de place, quoi. C'est pas lui qui dirige les opérations. Il m'a remis la ferme en me disant écoute, maintenant c'est toi qui gères, mais bon voilà, je serai toujours là quand tu as besoin d'un conseil ou d'un coup de main. C'est vraiment bien, c'est la bonne formule pour moi, on s'y retrouve bien, quoi. Quand je viens voir ici comme ça, je regarde s'il n'y en a pas une qui commence à faire du pis. A priori je sais qu'elles sont pas trop avancées dans les gestations, mais enfin bon, il faut quand même vérifier un peu, ou s'il n'y a pas un avortement. Est-ce que vous espérez un jour que vos enfants reprennent l'entreprise, ou ça ne vous inquiète pas trop? Ça ne m'inquiète pas du tout. Je souhaite dans l'absolu qu'il y ait toujours de
l'agriculture, qui est toujours de l'élevage. Maintenant, mes enfants, ils feront exactement ce qu'il leur plaît de faire. Et moi, on ne m'a jamais forcé à reprendre la ferme. Quand j'étais ado, je ne m'occupais pas du tout de ce qui se passait dans les étables. J'ai vécu ma jeunesse, j'ai fait mes études, j'ai fait ma vie. Puis moi-même, j'ai décidé d'y revenir. Ça a bien surpris mon père d'ailleurs. Voilà, bon, si un jour ils me disent « Écoute papa, je veux reprendre » et que je suis moi-même arrivé à l'âge de la pension, évidemment, pourquoi pas. Il faudra encore voir si techniquement c'est jouable, parce que la transmission d'une ferme, même si on veut le faire, c'est pas toujours quelque chose de simple. Là, j'élève du bétail blanc-bleu belge en conventionnel et je réfléchis à passer en limousin bio, donc c'est quand même un sacré changement dans la façon de travailler. Et donc non, je peux pas dire que là je suis sûr de moi, et je suis pas non plus certain de faire le bon choix en passant en bio, mais voilà, je pense que mes convictions vont vers ça, et je pense aussi que le marché va vers ça. La politique agricole européenne va aussi dans le sens des modes de production plus respectueux des animaux, de l'environnement. Mais il faut aussi bien dire que l'élevage conventionnel, c'est pas non plus l'industrie. On est aussi dans du bétail qui est sain, qui a aussi beaucoup de qualité. Mais voilà, c'est juste qu'on ne saurait pas faire du bio avec du blanc-bleu belge, pour la simple raison que la vache blanc-bleu belge vèle par césarienne systématiquement, et ça, c'est pas accepté par le cahier des charges bio. Donc on voit que la consommation de viande diminue chaque année. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais toujours est-il que c'est comme ça. Ça impacte le prix du bétail, mais bon, c'est pas le seul critère. Il y a aussi l'internationalisation du marché de la viande qui fait que là, on est mis en concurrence avec des viandes importées qui sont produites évidemment selon des normes différentes et avec des coûts généralement nettement moindres. Donc là, ce problème-là, à la rigueur, m'inquiète plus que la vague végane et végétarienne. Je pense aussi que c'est bien de questionner la façon dont on consomme de la viande. Et moi, je pense qu'il faudra toujours en consommer, mais ça, c'est mon avis à moi. Mais par contre, il faudrait essayer de consommer de la viande produite avec un cahier des charges exigeant. Et voilà, donc là, les éleveurs ont des choses à faire, mais les consommateurs aussi. Je fais 16 hectares de culture et je garde une partie d'épeautre, notamment, que je transforme via l'aplatisseur pour donner notamment aux veaux. Voilà, donc quand on parle d'autonomie fourragère, c'est notamment ça, parce qu'on peut acheter soit des aliments tout faits en entreprise, ou alors garder une partie de sa récolte pour leur donner aux bêtes. Et ça, moi je trouve que c'est le truc le plus intéressant, parce que déjà on a un contrôle sur la qualité de ce qu'on donne, et puis ça revient moins cher, c'est une bonne économie. En reprenant la ferme, je ne m'imaginais pas devoir faire face à autant de défis, c'est-à-dire le défi du changement climatique et le défi économique, parce qu'en effet l'élevage actuellement traverse une crise vraiment importante, l'agriculture en général, mais l'élevage encore plus. Donc je prends ça comme un jeu que j'ai quelque part pas intérêt à perdre, parce que c'est tout de même avec ça qu'on gagne notre vie, et puis j'aime beaucoup le métier, donc voilà. Oui, je pense que si c'était à refaire, je le ferais. Ouais. Ça va les poulettes? Je vis vraiment dans la campagne, si vous voulez. Tout l'été, je passe mon temps dans les prairies, donc je suis très en lien avec la nature finalement. Et j'aime beaucoup la nature. Je profite vraiment du cadre ici de la région, qui est par ailleurs très, très agréable. D'ailleurs, c'est une région touristique, les gens viennent ici en vacances, et c'est vrai que les paysages sont magnifiques. On a des rivières, des forêts, des prairies. Et donc, en effet, on a envie de préserver ce cadre. Il se trouve qu'ici, à côté, là, sur l'ancien site des antennes de lessive, se développe un projet immobilier de grande ampleur, contre lequel on se positionne, parce que là on parle d'installer un village de 800 personnes ici dans la forêt, à 200 mètres à vol d'oiseau de la ferme, et ça me paraît pas vraiment approprié au cadre rural dans lequel on vit. Et je ne vais pas vous faire la liste de tous les impacts que ça représente, mais on a créé comme ça un collectif. Je ne suis pas seul à militer contre ce projet. On a créé un collectif qu'on appelle le collectif des antennes, qui réunit pas mal de monde finalement ici dans le village et aux alentours.
Et je trouve intéressant de ne pas se limiter, dans la vie, et que qu'on soit agriculteur ou pas d'ailleurs, de ne pas se limiter à ses intérêts privés, mais de pouvoir, quand on en a l'occasion, au moins investir une partie de son temps dans des causes plus larges, qui concernent un peu la collectivité. Voilà. Et ici, ça s'est imposé parce que c'était à côté de chez nous, mais je crois que de façon générale, c'est pas mal de sortir un peu la tête de ces histoires pour s'intéresser avec d'autres aussi à ce qui nous concerne tous finalement. Donc voilà, un intérêt commun, quoi. Ça tourne là. Je suppose que vous n'êtes pas végétarienne. Voilà, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça fait 2 ans qu'on est là. À la base, je viens d'où? Je viens du vagin de ma maman. Mais il faut garder ça. Hein. Vous êtes ici tout seul ou à votre école ou Je suis venu avec mes camarades de classe, préparer ici présente. Qui est parfait, et M. Lorenzo là-bas. Et mon ami Paul Bouche, ici présent, et mon collègue caméraman Ced. Pouvez-vous me dire quel type de vache c'est et à quoi elles vous servent À quoi me servent les vaches? Comme déco pour occuper mon temps, parce que je m'embête le matin. On a les belles vaches. J'adore les bêtes et tout, mais ça doit demander beaucoup de travail, et moi qui suis pas un grand travailleur, je trouve que c'est un peu compliqué quand même. Et vous, Madame Martin? J'ai rien à dire là-dessus. Malaise.